Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez débuté par le théâtre des rues avant de vous diriger vers un univers qui pour vous est devenu un boulevard. Votre folie n'a d'égal que votre rigueur, à l'image de Sherlock Holmes, que vous revisitez avec le vrai bon sens, celui du burlesque. Bonjour Gwanadu. Bonjour. Alors, on vous connaît peu finalement, alors que vous avez d'immenses succès à votre actif, à commencer par les faux british. On va en parler. Vous avez un parcours assez insolite et assez étonnant pour qu'on en parle dans les clés d'une vie. Et vous êtes à l'affiche cette saison de nouveau avec La Chienne des Baskerville, aux Enfants du Paradis. On va également en parler. Donc, le principe des clés d'une vie, c'est 4 dates d'une vie à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée vous concernant, c'est le 17 mai 1997. C'est votre première télé dans une émission de De Chavannes qui s'appelle Télé Quanon. Ah oui, ça y est, je me souviens. Et oui. c'est une émission consacrée au mystère. Et avec Carle Bosc, vous réalisez un test que Catherine de Médicis avait fait subir au successeur de Nostradamus. Je me souviens de ça. C'était une époque où je pratiquais ce qu'on appelait la magie bizarre, où on mélangeait les histoires étranges et des phénomènes paranormaux. Parce que je suis rentré dans le spectacle par le côté magie. Je rêvais quand j'étais petit d'être voyant, d'être médium, d'avoir des pouvoirs comme ça, comme beaucoup d'enfants, j'imagine. Et quand j'ai découvert la magie et que c'était surtout des foulards et des balles en mousse, je trouvais ça beaucoup moins merveilleux. Et du coup, je m'étais orienté vers cette branche de la magie qui mélangeait l'étrange, le paranormal, le spiritisme. Et on était allé faire la promo d'un spectacle qui s'appelait Bizarre. C'est le premier spectacle que j'avais monté, qui se passait dans une cave, qui se passait au caveau de la Bolée, qui était un cabaret. Et le lundi, une dame qui s'appelait Renée, qui était une dame formidable qui tenait ce cabaret, ne travaillait pas. Elle nous ouvrait sa cave pour faire des séances de spiritisme dans sa cave. Alors, c'était un spectacle pour 12 personnes, qu'on prenait avec Carle Bosc et Aurélie de Casanova à l'époque, qui faisait l'accueil. Et on faisait trembler, ou en tout cas on essayait de faire trembler les gens, et ça marchait pas mal. Il n'y avait aucun humour. Oui. Et c'était très premier degré à l'époque, mais les gens voyaient quelque chose d'assez bouleversant. Ouais. Alors, il se trouve que ce test dont on parle de Catherine de Médicis, pendant que l'un se bande les yeux, l'autre mélange 4 tubes à essai, dont un contient de l'acide sulfurique, et celui aux yeux bandés réussit à boire les 3 tubes qui ont de l'eau. Tout à fait, c'était ça. Et il y avait un vrai danger. D'ailleurs, si vous regardez à nouveau l'émission, à un moment, je me trompe pour de vrai. Je me trompe et je manque de mourir. Et Carle, qui était là, mais attendez, vous êtes sûr, concentrez-vous encore un petit peu. Et je suis à 2 doigts avec le trac que j'ai de faire ma première télé. Je suis à 2 doigts de mourir ce jour-là. Ça aurait été bête. Il faut se dire que Catherine de Médicis, on l'a un peu oublié, mais elle montait à cheval et c'est elle qui a introduit l'usage de monter en Amazone. Ah oui, ça j'ignorais. Alors, vous venez, avec votre nom le laisse présager, vous venez de Bretagne. Je crois que vous êtes très attaché à vos origines bretonnes, Gwanadu. Oui, comme mon nom l'indique, effectivement. Mais je l'ai aussi choisi parce que c'était un moment de changement de vie. Moi, j'ai fait des études de dentiste parce que je savais pas bien quoi faire de ma vie. On m'avait dit, dentiste, c'est pas mal parce que tu gagnes beaucoup d'argent en début de semaine, puis en fin de semaine, tu peux faire autre chose, justement. Je me suis dit, je pourrais peut-être faire artiste 4 jours dans la semaine et faire dentiste 3 jours dans la semaine. C'était un peu mon plan de carrière, en me disant que je ferais ça, quelque chose d'artistique en amateur. Et puis finalement, de fil en aiguille, j'ai vu que ça me prenait beaucoup de temps, beaucoup de passion, puis je me suis dit, si je gagne ma vie comme dentiste, j'irai jamais prendre des bides sur scène pour apprendre ce métier. Donc j'ai complètement lâché mon diplôme de dentiste et je suis parti comme ça dans les cabarets parisiens. Voilà. Il se trouve que Francky Jordan, célèbre dans les années 60 avec Panne d'essence, Sylvie Vartan, était dentiste. Il est redevenu dentiste ensuite. Ah ouais. Il a fait sa carrière sous le nom de Claude Benzaken. Et puis, je crois qu'il y a un modèle qui vous a marqué, c'est René Cousinier, Gwanadu. Ah oui, j'ai adoré René Cousinier quand je venais en touriste à Paris. Pour moi, justement, parce qu'il avait été médecin, ou en tout cas étudiant en médecine. Je ne sais pas s'il a eu son diplôme. Je me suis dit, c'est pas mal comme branche le côté carabin pour apprendre à faire des blagues et puis finir artiste. Donc j'étais allé en médecine au début grâce ou à cause de René Cousinier. Et René Cousinier tenait une sorte de petit cabaret dans le 18e. Il s'appelait René la Branlette. Ouais. Et c'était assez extraordinaire parce que d'abord, quand le public arrivait, il l'insultait avec des mots grossiers. Ensuite, il racontait des histoires qui aujourd'hui déchaîneraient les réseaux sociaux. Ah oui, c'était horrible. On peut retrouver des enregistrements de René Cousinier et c'est sûr qu'on est dans un autre monde où chaque mot pourrait être sujet à procès, diffamation. La vindicte populaire clouerait au pilori tout de suite René Cousinier. Ah oui, moi je me souviens de sa femme qui était à la caisse. Ah, c'était génial. Qui levait les yeux au ciel parce qu'elle connaissait l'histoire par cœur. Je la revois derrière son bistrot en train d'essuyer les verres comme ça au fond du cabaret, qui n'écoutait pas ou avec un air désabusé comme ça. Et lui qui racontait les histoires les plus salaces, les plus horribles,
Et il disait, je suis pas vulgaire. Il y a des gens qui disent sucre, ils sont d'une grande vulgarité. Moi, je peux dire je te suce et je t'encule avec grande distinction. Voilà, vous l'avez dit, Je cite René Cousinier, je ne me serais pas Voilà. permis. Et il faut savoir qu'il a débuté comme comédien, comme figurant dans Si Versailles m'était compté de Sacha Guitry. Ah, ça, j'ignorais l'anecdote. Alors, vous êtes né pas loin de Rennes, et surtout Rennes, vous êtes très attaché à Rennes, je crois. Dieu. Ben oui, j'ai passé mon enfance, et puis c'était une ville, justement, où il y avait une grande liberté, justement, on parle de René Cousinier, de cette liberté qui a bougé. En tout cas, je dis pas que la liberté disparaît, mais en tout cas, ce n'est plus la même. Et quand j'étais adolescent, c'était aussi l'époque du rock, des transmusicales. J'allais beaucoup à tous ces concerts qui étaient empreints justement de liberté, de provocation sur scène. Et c'est ça aussi qui m'a donné ce côté, entre guillemets, ce côté punk, on pourrait dire, en tout cas, ce côté un peu libre de pouvoir dire et faire ce qu'on veut quand on est sur scène. C'est peut-être pour ça que j'avais envie de monter sur scène, moi aussi. Et il se trouve que d'ailleurs, les punks, un jour, dans une boutique punk de Rennes, on a trouvé un gisant historique dans l'arrière-boutique. Et c'est devenu la propriété du musée. Et ça valait des millions. C'était dans la boutique punk de Rennes. Bon, bref. Alors, il se trouve qu'aussi qu'il y a quelqu'un qui vous a marqué. C'est votre grand-père, je crois, Guanadu. Oui, qui était un personnage assez... Alors, j'en ai eu deux. Il y en a un que j'ai peu connu, qui lui était justement, paraît-il, quelqu'un de très loquace, mais je l'ai connu, il était déjà malade, qui était justement le conteur qu'on venait voir. Il était paysan, puis les paysans se retrouvaient comme ça au coin du feu pour se raconter des histoires. Et il paraît qu'il était justement un peu le bout en train qui racontait des histoires. Et puis j'en ai eu un autre du côté maternel qui lui était plus fantasque, plus parisien, grâce à qui j'ai découvert aussi Paris et qui m'emmenait au théâtre à Paris. Et lui avait été intronisé prêtre et faisait des messes le dimanche matin dans sa maison de campagne en Bretagne, du côté de Plouguerneau. Et on était les deux seuls, moi et ma cousine, à aller à sa messe avec sa mère, mon arrière-grand-mère. On descendait tous les trois comme ça, on le voyait mettre sa robe de prêtre, son étole, et il se retournait comme ça, murmurant face au mur. Je trouvais ça assez magique. C'est peut-être là aussi que j'ai pris goût à la magie, aux choses étranges. En plus, il devait faire ça façon avant Vatican II, en latin. Il marmonnait des sortes de formules magiques, et il nous donnait de la brioche trempée dans du vin blanc au moment de l'Eucharistie. Je trouvais ça formidable. Après, je suis allé un peu au catéchisme, j'en suis revenu, mais je trouvais ça un peu plus décevant parce que le curé, c'était ni de la brioche, ni du vin blanc, et l'Eucharistie m'a moins plu plus tard. Et je crois que ce grand-père faisait aussi des expériences mystiques, Guanadu. Oui, il y avait tous ces côtés mystiques qui m'ont donné justement goût à la magie après et à l'étrange. Et ce que j'aimais moi dans les histoires bretonnes, c'est qu'on sait jamais quand on est petit ce qu'on va... Comme quand on nous parle du Père Noël, on ne sait pas où s'arrête le vrai du faux. Puis il y a une part de la magie qui disparaît comme ça en grandissant. Et l'avantage de la Bretagne, de ses grands-pères conteurs et mystiques, emmenait sur des choses qui continuaient. La poésie et la magie du fantastique continuaient à parsemer le réel, qui était des fois un peu maussade. Et moi je me souviens aussi d'Anatole Lebras qui m'avait conseillé, qui est un conteur de légendes bretonnes, légendes autour de la mort, autour de l'Ankou, et c'est des choses qui m'avaient nourri justement, que mon grand-père m'avait fait connaître. Et j'étais parti sur des histoires autour du vrai et du faux, en mélangeant des histoires de l'Ankou, parce que c'est quelque chose qui me fascinait aussi, cette charrette qu'on entendait. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais cette charrette qu'on entendait avant la mort. Et si on entend une charrette, c'est cette charrette qui vient vous chercher, ou qui vient chercher quelqu'un de proche. Vous l'entendez arriver comme ça. Il a été redessiné par Franquin après l'Ankou. Exactement, dans les Cités Noires, je crois. Ouais, entre autres. Ouais. Alors, il y a aussi le mentalisme. Vous avez été un pionnier du mentalisme, Guanadu, justement dans ce spectacle bizarre. C'est ça. Quand j'ai commencé le spectacle, je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Il y a des choses qu'on aime, mais j'avais pas une personne. Aujourd'hui, peut-être avec YouTube, avec... il y avait la télé dont on pouvait s'inspirer, mais je cherchais un peu ma voix, de ce que j'aimais artistiquement, et donc nourri des choses dont on vient de parler, de ces ancêtres, ces légendes bretonnes. Je me suis dit que la magie, le mentalisme qui mêlait justement le vrai et le faux, pouvait être une piste qui pourrait séduire les gens, en tout cas moi qui me faisait rêver. J'essayais de faire rêver les gens là-dessus, mais j'y mettais peu d'humour au départ parce que je voulais faire trembler, et si on met de l'humour dans les choses qui font trembler, enfin c'est des choses presque incompatibles, ou en tout cas on annule d'un côté ce qu'on essaie de construire de l'autre. Et pendant longtemps j'ai eu on va dire 4-5 ans, une phase où j'étais très premier degré sur le mentalisme.
Et puis au bout d'un moment, les gens venaient me voir à la fin des spectacles en me demandant des conseils, des consultations, des vrais choix de vie. Alors, j'avais 25 ans, 26 ans, peut-être 27 ans. Et les gens venaient comme ça, des gens qui ont aujourd'hui mon âge, qui avaient la cinquantaine, voire plus âgés, qui me demandaient ce qu'ils devaient faire dans leur vie, alors que moi je savais pas vraiment quoi faire de la mienne. Et soit je leur disais non, je sais pas tout ce que je fais, si vous voulez, je suis quelqu'un de spectacle et je peux pas vous aider. Et je cassais le rêve que j'avais construit pendant le spectacle. Soit je leur disais oui et je me sentais pas honnête de conseiller des gens qui, en leur donnant peut-être le mauvais conseil ou le mauvais choix dans leur vie. Donc je me suis retrouvé comme ça le cul entre deux chaises pendant quelques temps. Et puis, le hasard a fait que j'ai réussi à mettre de l'humour dans ces spectacles de mentalisme et de trouver ma voix, justement, une voix plus spectacle et moins dans l'étrange, moins le côté secte, qui pouvait me tendre la main. Si j'avais voulu manipuler ou user, justement, ou abuser les gens, ou user de ces pseudo-pouvoirs, j'aurais pu peut-être partir vers une autre branche qui n'aurait pas été le spectacle, mais la manipulation des gens. Mais qu'est-ce que c'est que le spectacle si ce n'est manipuler les gens pendant 1h30 ? C'est comme ça que j'ai appris la mise en scène aussi, peut-être. Voilà, peut-être. En tout cas, vous êtes parti dans une autre direction. Il y a une date importante pour vous, c'est le 27 janvier 2008. À tout de suite sur Sud Radio avec Gwanadu. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Gwanadu. Nous parlerons tout à l'heure de la chienne des Baskerville au théâtre Les Enfants du Paradis. Mais là, on revient à votre parcours. On a compris qu'au départ, vous cherchiez un peu. Et puis le 27 janvier 2008, j'ai retrouvé une date importante. C'est une première d'un spectacle à Blanquefort, en Gironde. Et je crois que c'est ce jour-là que vous créez la Taverne Munchausen. C'est vrai. Alors c'est peut-être un spectacle, ça annonce un peu quelquefois. Et la Taverne Munchausen, au début, n'était pas un spectacle. Pour moi, c'était une sorte de bœuf verbal que j'avais prévu de faire après les spectacles. Et je me suis dit, on pourrait, dans les festivals, je retrouve les mêmes copains, et je pourrais être un peu le chef d'orchestre, comme ça, comme les musiciens se retrouvent un peu au hasard et improvisent des soirées musicales. Je me suis dit, on pourrait faire une soirée comme ça, verbale entre copains. Et puis très vite, je me suis aperçu qu'il y avait des programmateurs, un public pour cette formule. Et c'est devenu un spectacle à part entière. Et on a commencé à le jouer à Blanquefort. Puis on l'a joué aussi à Mythos, à Rennes. C'est un festival qu'on a beaucoup fait avec la Taverne. On a dû jouer 5 fois Mythos dans des formes différentes. C'était un spectacle totalement improvisé, donc on ne savait pas ce qu'on allait jouer. Et donc, il présentait l'avantage de pouvoir être programmé plusieurs années de suite dans des festivals. Alors, c'était un spectacle où vos personnages étaient en costume du XVIIIe siècle. Déjà, ça surprend, avec des perruques. Et c'était autour d'une table avec le public qui était tout près. Le public était tout autour de nous. On jouait comme ça, comme dans un cirque. On était au milieu du public et on était comme si on était à une table dans une auberge avec des mythomanes qui racontaient leurs histoires en buvant des verres. Au début, on buvait vraiment de la bière, puis petit à petit. C'était quand même assez risqué parce qu'il y avait un dosage pendant 2 heures qui était un peu compliqué à gérer, surtout avec la chaleur qu'il pouvait y avoir certains soirs. Donc on a fini en faisant semblant de boire, mais au début on buvait vraiment. Et l'idée c'était des mythomanes qui, sous l'emprise de l'alcool et de l'euphorie, racontaient leurs exploits totalement inventés, puisque c'était un spectacle d'improvisation à la manière du baron de Munchausen qui inventait ses exploits. Et moi j'étais une sorte justement de prêtre ou d'évêque. Enfin j'étais en violet comme ça, et j'étais la probité, la vérité. Donc quand je voyais que les mythomanes s'embourbaient, je leur disais mais non, votre histoire n'est pas crédible, vous êtes en train de mentir. Et donc je ramenais à une vérité, mais il y avait une sorte de mise en scène sous couvert de vérité qui ramenait de la difficulté au narrateur. Je ne sais pas si c'est clair comme projet, mais il y avait une sorte de performance, de saut dans le vide des comédiens qui racontaient des exploits et ils ne savaient rien de ce qu'ils allaient raconter à part la chute de l'histoire qui leur était imposée par le hasard. C'est-à-dire qu'on tirait au sort un exploit et le comédien racontait son histoire sans savoir où ça allait, interrompu par les autres qui faisaient dévier l'histoire, plus moi qui les ramenais en leur disant que tel et tel élément n'était pas crédible. Donc on avait une sorte de cadavre exquis comme ça, surréaliste au bout d'un moment qui apparaissait. Autour de la table en plus il y avait des gens de différents horizons, des gens qui venaient du théâtre de rue, d'autres qui étaient plus des comédiens, d'autres des conteurs. Et la complémentarité de ces énergies, de ces univers faisait des histoires qui étaient déjà, des fois, très belles, et puis dans le pire des cas, très drôles, puisque l'échec aussi faisait partie du spectacle aussi. Alors, on connaît la Ligue d'improvisation qui est née au Québec. C'est le même principe, sauf que pour raconter des histoires comme ça improvisées, il faut un certain talent.
Oui, c'est le même principe avec comme convention, on était au XVIIIe siècle, donc il y avait tout un langage, justement les costumes, et il y avait tout un langage qui se devait être soutenu, ressembler à... Il y avait un côté aussi ridicule de Patrice Lecomte, Jeu de l'esprit, ce film, je ne sais pas si vous voyez, de Patrice Lecomte, qui est pour moi un des bijoux, il en a fait beaucoup, des films merveilleux, mais un des bijoux de Patrice Lecomte, et on était nourris aussi de ces jeux d'esprit, de bons mots, façon 18e siècle. Oui, mais encore faut-il savoir improviser. Ah oui, mais savoir improviser, c'est avoir de l'imaginaire et avoir confiance. C'est le groupe qui fait qu'on sait improviser. En fait, tout seul, là par exemple, je vous parle, je suis pas tout seul, je suis avec vous, et donc je peux parler comme ça des heures. Au début, en arrivant à l'émission, on m'a dit ça dure 1 heure, je me suis dit ça va être très long, mais comme vous me posez des questions et qu'on improvise à 2, tout va bien. C'est tout seul, si vous m'aviez planté devant un micro, je pense que je serais beaucoup moins loquace et que maintenant. En fait, l'improvisation, pour revenir à la taverne Munchausen, elle se passait à 5, c'est-à-dire qu'il y avait un sujet et on faisait un vrai saut en parachute, on va dire, dans le vide, en se donnant la main. Et je crois que le public voyait aussi la folie de monter sur scène en ayant fait payer des gens, parce que les gens payent pour voir quelque chose et on ne sait pas ce qu'on va leur montrer jusqu'au moment où on leur montre. Et c'est cette griserie-là, un peu saut dans le vide, que les gens venaient voir au-delà de la réussite ou de l'échec qu'il pouvait y avoir selon les soirs. Il y avait cette folie de monter sur scène sans savoir ce qu'on allait y faire. Voilà. Nous, on sait parce que c'est de l'improvisation préparée. J'ai eu le malheur de préparer tout et de tout. Moi, je ne sais pas encore. Voilà, mais on improvise à partir de ça. Alors, il y a aussi une chose, c'est que ce spectacle est présenté par une compagnie dont le titre rappelle celui d'une chanson. Vous pouvez toucher, ne craignez rien, ça vous restera pas dans la main. Touchez, voyez que ce n'est pas des primes, et ça ne vous coûte que 10 centimes. La femme à barbe de Bordas, chanson de 1935. Bordas qui a triomphé ensuite avec Boire un petit coup, c'est agréable, après la guerre. Chanteuse totalement oubliée. Et votre compagnie s'appelle la Compagnie des femmes à barbe. Tout à fait. Mais il y avait un côté... qui me plaisait, un côté freak show, un côté fête foraine, un côté aussi un peu androgyne. On sait, les femmes à barbe, est-ce que c'était des hommes, est-ce que c'était des femmes, est-ce que c'était truqué, est-ce que c'était vrai, et moi j'aimais bien ce côté. En plus, je l'avais monté avec à l'époque une amie, on était 2, enfin j'étais un peu le responsable, on va dire le chef de la compagnie, mais il y avait c'est une femme à mes côtés, donc il y avait un côté un peu bicéphale, homme et femme à barbe, qui me plaisait beaucoup. Donc voilà. Je crois qu'avec cette compagnie, vous avez monté 9 spectacles, un tous les 2 ans pratiquement. À peu près, ouais, à peu près. Et tout ça est parti du théâtre de rue, parce que finalement, le théâtre de rue, qui est quelque chose qui est vraiment né après mai 68, ça a été votre base de travail, Gwenadu. J'aimais bien c'est le hasard aussi des rencontres qui fait que je me suis retrouvé finalement dans la rue, parce qu'il y avait cette liberté. Déjà de faire des choses, faire du théâtre ça coûte cher, les théâtres à Paris coûtent très cher, d'aller à Avignon ça coûte très cher, c'est toujours un gros investissement pour les compagnies, et le théâtre de rue ça ne coûtait rien, donc déjà d'aller dans la rue ça marchait pas. Après, les programmateurs nous prenaient, on était engagés par des municipalités, par des villes, par d'autres festivals, et ça nous faisait gagner notre vie sans en dépenser beaucoup, ce qui était plutôt agréable quand on a une compagnie qui débute. Et puis c'est une école aussi où, dans la rue, si les gens ça ne leur plaît pas, et on n'a pas la tolérance qu'on a dans une salle quand on a payé un billet ou quand on doit faire lever une rangée pour partir. Dans la rue, si les gens sont Déjà s'assiedent pas toujours, parce que souvent ils peuvent être debout comme ça loin, et si ça leur plaît pas ils s'en vont, ou même s'ils sont assis dans l'herbe et que l'herbe est un peu humide parce que le soir est tombé et il fait un peu froid, les gens restent pas. Donc il y a un côté aussi challenge de garder son public qui passe, qui vient vous voir au début parce qu'on est quand même programmé, mais comment on les garde, comment on les intéresse, comment ça rebondit, comment on garde l'attention pendant 1 heure. Il y avait un côté qui me plaisait aussi, challenge, camelot, qui était aussi assez séduisant. D'ailleurs, le premier spectacle que j'ai fait dans la rue, c'était une histoire de camelot, comme ça s'appelait les Gélules 4 couleurs de Monsieur et Madame Lee. Et on essayait comme ça de vendre des pilules du bonheur, bon, avec tout le côté mentaliste que j'avais un peu travaillé, mais le côté aussi bonimenteur et truand que j'adorais voir dans les marchés. Pas que c'est des truands dans les marchés, mais ils ont une telle verve pour vendre un balai ou un lot de casseroles ou des parfums que c'était pour moi des spectacles assez fascinants. Et je me nourrissais aussi de ça dans mes spectacles, dans ce spectacle-là. Oui, et en plus, c'est un apprentissage qui coûte moins cher que les cours de théâtre traditionnels. C'est ça. J'avais pris un peu des cours de théâtre, mais bon, comme j'ai commencé tard ce métier pour les raisons que j'ai évoquées précédemment,
J'étais un peu vieux pour les écoles de théâtre, j'avais 24-25 ans et c'était un peu l'âge où on en sort en général des écoles de théâtre. Donc moi j'ai commencé justement en apprenant sur le tas. Et c'est vrai que plus on joue, plus on apprend, plus on comprend. Rien de tel aussi que d'apprendre de manière empirique en montant sur scène tous les soirs. Et moi j'ai beaucoup travaillé et dans les cabarets avant d'aller dans la rue, et dans la rue où j'ai travaillé tous les étés. Et puis là, vous en avez parlé tout à l'heure, les Faux British, ça fait 8 ans qu'on travaille quasiment tous les jours. Oui, et on va en reparler, mais il y a aussi une compagnie qui s'appelle les 26 000 couverts avec laquelle vous avez travaillé. Une compagnie qui était installée, je crois, dans une caserne à Dijon. C'est ça. J'ai beaucoup appris avec 26 000 couverts parce qu'ils avaient justement ce côté théâtre et rue, et avec une vraie volonté théâtrale. C'est-à-dire que c'est une compagnie qui a une exigence du jeu, du théâtre, où on est dans le vrai et le faux, où on ne sait pas. Enfin, c'est joué comme si vous alliez voir n'importe quelle pièce où il y a une incarnation des personnages. Et d'ailleurs, ce que j'aimais avec eux, c'est que le spectacle, et je m'en suis servi après dans mes spectacles, mais le spectacle est commencé, on ne sait pas que c'est commencé. Ça commence avant le début du lever du rideau, mais comme on est dans la rue, il n'y a pas de lever de rideau, donc ça rejoignait un peu ce que j'aimais sur le vrai faux, la magie, le mentalisme, et ça a été une belle école aussi. J'ai passé 6 ans avec eux sur un spectacle qui s'appelait Les Tournées Fournelles, où on jouait des descendants d'un théâtre forain. Et ça a été 6 belles années de tournée en caravane, comme ça on était, on installait des caravanes en cercle, et les gens venaient au milieu du cercle où on montait des tréteaux pour jouer un hommage à ce soi-disant grand-père disparu. Donc ça bouclait aussi plein de choses de ma vie, cette histoire. Exactement. Et puis votre vie a continué. Et une autre date importante, c'est le 23 mai 2016. À tout de suite sur Sud Radio avec Gwanadu. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Gwanadu. Nous parlerons tout à l'heure de La Chienne des Baskerville, un spectacle qui reprend aux Enfants du Paradis. On a parlé de vos débuts, de vos compagnies, de votre art forain, si j'ose dire. Et puis il y a une date importante dans votre carrière, c'est le 23 mai 2016. Vous en souvenez, cette date ? C'est la nuit des Molières, et vous avez... Je cherchais parce que je me disais les Faux British c'est 2015, mais 2016 c'est 23 mai 2016, vous avez raison. Un Molière de la comédie pour les Faux British. Alors ce qui est drôle, c'est que comme concurrent, il y avait Fleur de Cactus de Barrier et Grédy, et que vous avez découvert le spectacle en venant voir les pièces de Barrier et Grédy de Jacqueline Maillan à Paris. C'est ça. Ça vous a marqué. Oui. Moi j'étais tellement fier quand je suis arrivé avec les Faux British qu'on a commencé à faire rire des gens. Moi je rêvais, en fait, quand je suis venu voir les spectacles à Paris, le théâtre de boulevard me faisait pleurer de rire. J'avais vu Jean Lefebvre aussi une fois à Rennes qui passait en tournée. Jean Lefebvre d'ailleurs qui apprenait pas son texte, qui lançait des coussins en spectateur. Oui, il avait un peu, paraît-il, toujours un peu la même chose, mais en tout cas moi, enfant, ça m'avait fait pleurer de rire. Et puis ce théâtre justement populaire que je retrouvais peut-être, ou j'avais retrouvé comme ça dans le théâtre de rue, ce côté justement bon enfant, potache, on pourrait dire, en tout cas qui me plaisait beaucoup, et que j'avais vu justement avec Jacqueline Maillan. Enfin, c'était des gens qui étaient à la fois très légers mais d'un talent énorme. Donc c'est le mélange des deux que je trouvais fabuleux. Et puis comment il s'appelait, mais Jacqueline Maillan, de toute façon, il y avait le texte de Barrier et Grédy, et à partir de ça, elle improvisait. C'est ça, il venait voir la pièce, c'était plus la même. Elle avait changé la fin. C'est ce qui s'est fait avec La Cage aux Folles, paraît-il, ou les enregistrements de La Cage aux Folles. Non, ça c'est différent. C'est-à-dire qu'ils improvisaient tous les soirs pour se renvoyer la balle, et ça durait une demi-heure de plus certains soirs. Voilà. Mais Jacqueline Maillan, c'était comme une rigueur au départ et de la folie ensuite. Alors, c'est vrai que donc ce soir-là, vous avez le Molière de la comédie. Vous êtes préféré à Fleur de Cactus. Vous vous souvenez de ce moment où vous avez appris que vous aviez le Molière, Gwanadu ? On espérait, on ne savait pas trop. Il y avait 4. Déjà, quand on a eu la nomination, quand on a été nommé comme Molière de la comédie, c'était déjà assez magique parce qu'on l'espérait pas. Puis après, on a fini. Il y avait aussi en face de nous, il y avait Momo, d'un auteur que j'aime beaucoup, Sébastien Thierry, avec comment elle s'appelle, Muriel Robin. Oui. Il y avait donc Fleur de Cactus avec Catherine Fro et Michel Faux. Et le 4e, j'ai oublié, mais c'était aussi des gens très talentueux. Donc on se retrouvait au milieu de ces 4 concurrents. Et puis quand on a entendu notre nom, c'était une sorte de consécration, justement. Je parlais de ne pas avoir fait d'études de spectacle et d'avoir appris sur le tas. C'était mon diplôme qu'on me donnait enfin après toutes ces années de... Bon, j'avais déjà eu du succès, il y avait des gens, j'avais fait quelques beaux succès avec des tournées, des salles, et ça faisait des années que je travaillais sans me poser des questions sur le travail qu'on peut être des fois un peu inquiet de ne pas avoir quand on est artiste. Moi, j'ai eu la chance pour l'instant
d'en avoir toujours eu. Et là, c'était quand même la validation de mon succès, on va dire, de notre succès, puisque c'était toute une troupe qui l'a reçu ce jour-là. Mais c'était inespéré, c'est-à-dire qu'on avait, on savait que c'était drôle. On avait des gens depuis quasiment 1 an qui venaient nous voir et la salle était quasiment pleine tous les soirs avec des gens qui hurlaient de rire. Bon, après, vu les noms, effectivement, et le parcours des gens qui étaient en face de nous, on s'était dit, bon, bah, déjà, c'est beau d'avoir eu cette nomination, mais en face, c'était des gens tellement talentueux qui étaient en face de nous qu'on se dit, bon, on sera déjà venu. Et non seulement on est venu, mais on a gagné. Voilà. Et il faut faire le discours dans ces cas-là. Ouais, alors on avait prévu un gag, j'avais fait tirer, parce que un des comédiens avait eu un Molière des années avant pour un spectacle musical, un Molière du théâtre musical. Je l'avais vu chez lui, j'avais dit, je ferais bien tirer un Molière en plâtre à partir de ton Molière. Si jamais, comme les faux british, il y a beaucoup d'accidents, je me dis on pourrait faire tomber le Molière, on pourrait le casser. Et j'avais passé toute la cérémonie avec 2 Molières en plâtre, parce qu'ils étaient tellement fragiles que j'en avais pété un sous mon bras avec le trac et je le tenais sous ma veste comme ça. Et au moment où on entend notre nom, j'avais mon Molière comme ça à échanger, parce qu'il ne voulait pas, puisqu'on ne sait pas avant l'ouverture de l'enveloppe que c'est nous qui gagnons. J'avais dit, mais si on gagne, préparez-moi quand même ce Molière en plâtre, vous pouvez le cacher, vous nous l'amenez. Non, vous vous débrouillez, on veut rien savoir, on veut rien dire. Donc j'avais prévu ce tour de magie avec ce Molière en plâtre sous ma veste, et on l'avait échangé contre le Molière qu'on avait gagné pour le casser à la stupéfaction de la salle. Bon, on avait essayé de faire... C'est pas facile de faire des discours sans remercier les gens qu'on a envie de remercier, sans ennuyer le public, tout en étant un peu... original. Enfin voilà, on avait trouvé cette petite astuce pour être à l'image du spectacle. Alors il se trouve aussi que les faux british, ça a commencé tout à fait par hasard. Vous êtes allé à Édimbourg et vous ne pensiez pas voir un spectacle, mais le titre vous a amusé, Gwenadu. Ouais, j'allais voir justement des spectacles d'improvisation. C'est bien votre émission parce que tout fait sens. J'ai l'impression des fois d'avoir une vie un petit peu hachée, mais quand j'en fais le bilan, il y a une sorte de logique dans tout ce que je fais. Et donc j'allais voir des spectacles d'improvisation parce que les Anglais ont une très belle école d'improvisation et j'avais lu des livres en anglais sur l'improvisation anglaise. Je vais voir dans ce grand festival, le Fringe à Édimbourg, des improvisateurs. Et cette troupe qui s'appelle le Mischief Theatre fait un spectacle d'improvisation, mais l'horaire ne m'arrange pas du tout, un peu comme Avignon. Il y a des fois des trucs qui se chevauchent un peu. Et je vois qu'ils ont une autre pièce qu'ils ont appelée The Play That Goes Wrong. Je me dis, c'est rigolo. C'est un titre qui me plaît bien, qui rejoignait un peu justement le côté vrai-faux du théâtre de rue. Et je tombe sur cette pièce où à la manière de Jacqueline Maillan ou de Jacques Villeray, quand j'allais les voir au théâtre privé, je pleure de rire. Et je me dis, mais j'ai envie de travailler avec ces Anglais. Je parle pas hyper bien anglais, mais j'achète le texte. Et Myrène Pradier, avec qui je travaillais justement dans la taverne Munchausen, je lui fais lire. Elle me dit, mais faut qu'on l'adapte. On n'avait jamais fait d'adaptation, mais comme c'était un univers qui me plaisait, tous les deux, on en a fait quelque chose d'assez français, tout en gardant la pièce originale. C'est ça, une adaptation aussi. On est allé les voir, on leur a soumis notre adaptation et on a fait le succès qui s'en est suivi dans le sillage des Anglais, qui eux font toujours le même succès d'ailleurs. Enfin, c'est une pièce aussi qui cartonne encore, qu'on peut voir à Londres, qui est assez différente finalement de la nôtre. Il y a 2 versions à voir de chaque côté de la Manche et c'est pas si mal. Ah, mais surtout, à cette époque, la troupe n'était pas connue et vous avez eu du mal à négocier parce qu'ils voulaient la version anglaise à Paris, Gwenadu. En fait, comme tout auteur, tous les auteurs, puisqu'ils sont 3, ils voulaient qu'on garde leur œuvre originale. Mais moi, j'avais vu la toute première version, dans les premières versions, qui faisait 1 heure. Et c'était parfait, à pleurer de rire. Et en fait, quand j'en parle à Myrène Pradier et qu'on fait l'adaptation, on part sur cette version d'1 heure et eux ont rencontré le succès entre-temps. Les mois passent, ils ont fait un gros succès aussi à Édimbourg et ils ont trouvé un producteur anglais. Et leur producteur leur dit, pour jouer à West End, il nous faut au moins 2 heures avec entracte. Et ils réécrivent 1 heure en plus. Et l'heure en plus est bonne, mais pour le public français, je me dis 2 heures et quart avec entracte à Paris, ça marchera jamais, c'est beaucoup trop long. Donc on leur dit, écoutez, on va garder on va prendre la version d'1 heure, on va garder ce qu'il y a de meilleur dans votre heure et quart en plus, et on va en faire une version d'1 heure et demie, qui est plus le standard de nos pièces parisiennes. Ils nous disent, c'est hors de question. Si vous voulez, vous prenez la version du Moyen-Orient, qui est un peu plus courte, elle fait 2h05. Je dis, pourquoi la version du Moyen-Orient ? Parce qu'on l'a adaptée, elle est plus courte, si c'est trop long, prenez le Moyen-Orient. Et je dis, vous avez coupé quoi, vous, dans votre version du Moyen-Orient ? On a coupé tout ce qui fait rapport à l'alcool et les passages un peu dénudés. Je dis, oui, mais là, c'est pour le Moyen-Orient, moi, je vous propose une version pour la France, donc je veux garder tout ce qui est dénudé et l'alcool.
Et ça les a fait rire. Et du coup, ils ont relu ce qu'on proposait. Ils nous ont demandé comment on adaptait certains jeux de mots, comment on se réappropriait certains. Et Jonathan Sayer, qui est un peu le chef de la troupe anglaise, parle français. Enfin, en tout cas, il apprend le français depuis des années aujourd'hui. Je pense qu'il parle français. S'il m'écoute, il est capable, je crois, de comprendre ce que je dis. Donc, il faut que je fasse attention. Il parle très bien français maintenant. Et il a mis beaucoup de son temps à comprendre quel jeu de mots on prenait, pourquoi ça faisait sens en français alors que ça faisait pas sens en anglais, etc. C'est-à-dire c'était assez compliqué au début d'expliquer. C'est pas tellement de traduire, parce que quand on aime quelque chose, c'est facile. Enfin, c'est facile. C'est assez logique de se réapproprier une œuvre qu'on aime. C'est après comment on retraduit en anglais un jeu de mots qu'on a traduit en français, comment on le retraduit en anglais et qu'on l'explique à un anglais pour lui dire oui, mais en français, ça veut dire ça. Enfin, ça a été compliqué à justifier. Et après, les autres pièces qu'on a adaptées d'eux, ça a été beaucoup plus simple puisqu'ils nous font une confiance. Ils nous prennent pour une partie de la troupe anglaise. On est la branche française de leur troupe anglaise à leurs yeux. À propos de jeu de mots, Gottlieb, un jour, va à New York pour un congrès. Il essaye d'expliquer aux Américains comment vas-tu, yacht de poil, et toi, la matelas. Alors, il a fait How do you do, yacht de poil, ça n'a pas marché. Donc, il s'en est sorti avec How do you do, Yul Brynner, How do you do, Glass Fairbank Jr. and Yul Brynner. Ouais, c'est pas ça mal. les a pas beaucoup fait rire non plus. Bon. C'était pas mal pourtant. Il faut savoir que les faux british, parce qu'il faut le préciser, c'est au départ une enquête policière qui tourne mal. Ouais, mais c'est ça qui me plaisait, c'est le contraste entre la rigueur des pièces où on doit suivre un peu une enquête policière avec toute la rigueur que demande une enquête policière et la catastrophe qui peut se passer sur scène quand il nous arrive des accidents. On l'a tous vécu en tant que comédien, on l'a tous vu en tant que spectateur, des petits accidents qui peuvent arriver sur scène ou sur un plateau de télé en direct. Et comment le comédien va s'en sortir. D'ailleurs, dans mes spectacles d'improvisation, c'est ça qui intéressait le plus les gens, c'est comment se sortir d'une situation dans laquelle on est dans l'urgence avec 300, 500 ou 1000 personnes qui nous regardent. Et je trouvais ça intéressant dans l'urgence de résoudre une enquête policière, dans la difficulté de résoudre une enquête policière, comment on allait s'en sortir avec des gens qui n'étaient jamais montés sur scène. Plus que ces pièces où ça a déjà beaucoup été fait, des amateurs qui montent une pièce de théâtre. Là, c'était comment des gens qui sont passionnés de rigueur anglaise et d'enquête policière anglaise vont s'en sortir au milieu d'un chaos total. Voilà. Surtout qu'il y a eu des vrais incidents certains soirs. Je crois qu'il y a un soir, il n'y a plus d'électricité dans le théâtre et le public a cru que c'était vrai. Les gens étaient morts de rire. Et à l'époque, c'était Michel Crémadès qui jouait avec nous, qui, au bout de 5-6 minutes, doit re-rentrer sur scène pour expliquer aux gens que c'est une vraie panne. Et la salle redouble de rire et pleure de rire et on n'arrive pas à reprendre. Bon, par chance, le courant est revenu peu de temps après et la pièce a pu reprendre son cours normal, entre guillemets. Mais c'est dur justement de savoir au bout d'un moment ce qui est prévu, ce qui n'est pas prévu dans cette pièce, qui était assez magique d'ailleurs, parce qu'on a eu en 8 ans ou 9 ans, je ne sais plus combien de temps, depuis combien de temps on joue maintenant, on a eu des vrais accidents, mais les gens ne les ont jamais vus. Alors, il se trouve aussi que ce genre d'accident avec un crescendo incroyable, ça existe au cinéma, comme dans ce film. Elsa Poppin, chef-d'œuvre du genre, avec un duo qui a eu un énorme succès avant la guerre, qui s'appelait Chick and Hall aux États-Unis. Et là, c'est un film aussi totalement farfelu où tout dégénère. Tout dégénère. Et il y a ce côté aussi que j'aime bien, qui était certainement très novateur à l'époque, avec le quatrième mur qui n'existe pas, où très vite, dès les premières minutes, on s'adresse au spectateur qui est dans son fauteuil en disant qu'on ne peut pas s'adresser à un spectateur qui ne vous entend pas tout en lui parlant. Et ça retourne un peu le cerveau comme ça, un peu comme ces livres. Moi, ça faisait partie des choses qui me fascinaient quand j'étais enfant. Je suis sans doute pas le seul, mais je crois que ça explique bien ce que ça peut donner. Où sur le livre, il y a la couverture qui est en plus petit, dans lequel il y a la couverture qui est en plus petit, dans laquelle il y a la couverture, et comme ça à l'infini. Et j'aime bien ces blagues ou ces choses à tiroir où on ne sait jamais à quel niveau de lecture on arrive et jusqu'à quand on peut ouvrir des boîtes dans les boîtes. Voilà. Et d'ailleurs, quand on voit Le shérif est en prison de Mel Brooks, on s'aperçoit qu'il a un petit peu copié sur Elsa Poppin. Ouais. Alors, il se trouve que ça demande une rigueur totale, ce genre de choses, Guanadu. Ouais, l'humour demande beaucoup de rigueur. De toute façon, l'humour est mathématique presque, et métronomique en tout cas. Moi je me souviens de Robert Derry qui un jour, bon les Branquignoles étaient une mécanique de précision, un jour Pierre Tornade a le malheur d'ajouter une phrase, mais il s'est fait insulter à la sortie, parce qu'on ne rajoute pas une phrase à quelque chose qui est parfaitement huilé. On est sûr que ça ne marche pas. Alors après, par accident, des fois un comédien peut se tromper et finalement on se dit comme tu t'es trompé là, finalement ça rajoute un gag, mais c'est pas le même gag qu'on développe. On peut rajouter une phrase, on peut rajouter quelque chose suite à quelque chose qu'on trouve un soir, mais moi je le vois avec les faux british que je maîtrise maintenant au bout de 8 ans à la perfection, on va dire.
Je sais que c'est 2 secondes de temps à certains endroits ou une. C'est écrit presque comme une partition de musique avec les silences. C'est-à-dire que si on garde le silence trop longtemps, ça ne marchera pas. Si le silence est trop court, ça ne marchera pas non plus. Et sur La chienne des Baskerville, où on est plus sur un humour à la Mel Brooks qu'à la Branquignole, on va dire, c'est la même chose. En fait, on est sur le timing. Les Anglais disent timing is everything. C'est vrai. Si le temps n'est pas respecté, l'humour, la blague ne marche pas. Exactement. Cette partition, justement, vous permet d'être toujours dans la note et on va en parler avec la date du 22 septembre 2023. À tout de suite sur Sud Radio avec Guanadu. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Guanadu, on a parlé de votre parcours et notamment de ces faux british qui cartonnent depuis 8-9 ans et puis rebelote avec un spectacle qui redémarre le 22 septembre 2023 aux Enfants du Paradis, La chienne des Baskerville. Alors bien sûr, on pense au chien des Baskerville de Conan Doyle et je crois que c'est ça le point tombe bien, c'est assez adapté de voilà. Chien des Baskerville. Et justement, l'idée de départ, c'est ça. Oui, c'est Hugues Duquesne et Olivier Mag qui me disent on aimerait bien travailler avec toi. On a écrit ils avaient monté une pièce que je n'ai pas vue qui s'appelait Ben-Hur, qui était une parodie de Ben-Hur. Et ils me disent on a fait une parodie du chien des Baskerville. Est-ce que ça t'intéresserait? Et comme je vous le disais tout de suite, le côté policier, j'avais un peu peur de refaire un remake des Faux British, repartir sur une enquête policière. Au début, j'ai fait bon, oui, pourquoi pas, je vais lire. Et ce qu'ils y ont amené, on était plus sur un humour proche de Mel Brooks. C'est-à-dire qu'on est plus dans le non-sens, l'absurde, avec cet humour anglais, comme on l'a mis en communication. C'est une pièce à l'humour anglais écrite par des Français, mais il y avait un humour comme ça absurde et dans le non-sens qui se rapprochait quand même de ce que j'aimais. Et puis j'y ai apporté un peu ma patte avec Myrène Prady. On a réécrit les choses parce que je ne sais mettre en scène que des choses qui me font rire, donc je suis obligé d'y amener ma patte aussi. Et puis on en a fait La chienne des Baskerville, qui attaque sa 2e saison. Je lui souhaite autant de succès avec les Faux British, mais c'est déjà chouette de faire une 2e saison avec ce spectacle. Alors La chienne des Baskerville, bon, le chien au départ, c'est le même principe, une bête terrifiante aux yeux rouges qui crache du feu. Ah, l'histoire est respectée pour les Olmésiens d'ailleurs qui sont venus et qui nous ont fait un joli article qu'on peut trouver sur internet. Le club des Olmésiens, c'est les passionnés de Sherlock Holmes qui bien sûr sont venus à la première saison voir cette pièce. Y ont reconnu toute l'œuvre d'Arthur Conan Doyle. Donc ils ont respecté la trame de l'histoire. C'est la vraie enquête policière, c'est la vraie histoire du chien des Baskerville, qui est d'ailleurs une histoire qui me plaisait bien aussi parce qu'il y avait un côté un peu fantastique. C'est peut-être le roman le plus fantastique, le plus mystérieux de Conan Doyle. Il y a peu cette dimension. Conan Doyle était passionné de spiritisme, mais ça ne joue pas dans ses romans de Sherlock Holmes. Et celle-là a cette dimension un peu effrayante d'une bête, un peu comme la bête du Gévaudan. Et du coup, ça m'a plu, cet univers fantastique, et d'y amener l'humour et le décalage justement sur quelque chose de sérieux. C'est comme ça aussi que marche l'humour, je trouve. Et il faut savoir que les Baskerville, semble-t-il, les vrais ont existé, et ils étaient liés à une famille Vaughan, et ils ont hérité dans la foulée d'un grand chien noir qui ressemblait à un fantôme. Et peut-être que Conan Doyle a eu l'idée, à partir de cette histoire des Baskerville, de créer son chien des Baskerville. Ah, c'est possible, on s'inspire toujours du réel ou de ce qu'on connaît de toute façon quand on invente. Alors vous rajoutez bien sûr des gags et de l'humour et de l'absurde dans cette histoire. Ah oui, c'est un spectacle comique. Après, avec cette toile de fond étrange, mais comme je le disais, moi j'aime bien justement le contraste qui amène le rire souvent. Ce qui se passe, c'est que Holmes découvre en même temps dans l'histoire qu'il est un personnage fictif. Oui, il y a une sorte de mise en abîme comme ça, comme je disais, de poupées russes les unes dans les autres. On rouvre les boîtes. On en parlait avec Elsa Popine, où on s'adresse aux spectateurs. Quand est-ce qu'on casse le 4e mur? Comment? Quel comédien découvre qu'il est vraiment comédien et les autres en sont dupes. Enfin, il y a comme ça plusieurs niveaux de jeu, plusieurs niveaux de lecture qui me plaît aussi beaucoup dans cette pièce. Ouais. C'est-à-dire que vous avez ajouté des gags à partir de ça et des gags à votre façon. Voilà, de toute façon, on ne sait faire que les choses qui nous plaisent. Sinon, je vois mal comment on peut réussir à défendre et à créer sur quelque chose qui ne nous inspire pas. Donc les gags sont... On fait toujours un peu le même spectacle qu'on modifie avec son expérience, qu'on réajuste, mais c'est toujours la même chose qui nous nourrit, c'est les mêmes choses qui nous font rire. Alors après, on rit pas exactement au même moment, l'humour évolue aussi au fur et à mesure que la société évolue, mais c'est quand même la même chose qui déclenche
le rire. Moi, j'aime l'absurde, le non-sens, et ce spectacle en est plein. Ouais. Alors, il se trouve en plus que vous êtes justement dans l'actualité, puisque la comédienne se bat pour être l'égal des hommes, et ça, c'est un sujet d'actualité. Au théâtre en particulier, c'est vrai que les rôles des femmes sont souvent les faire-valoir de personnages. Les personnages les plus comiques sont souvent les hommes, et les femmes ne sont que leurs épouses trahies, bafouées, ou qui couchent avec... Mais l'homme est l'élément comique. Là, du coup, c'est Myrène Pradier qui en avait eu l'idée. Ils avaient écrit ça pour 4 copains. On s'est dit, mais c'est dommage qu'il n'y en ait pas un rôle féminin en plus. Et c'est vrai que dans les romans de Conan Doyle, dans les Sherlock Holmes en tout cas, pareil, il n'y a pas de femmes, elles ont des rôles très très secondaires. D'ailleurs, c'est ces 2 hommes qui vivent ensemble, qui avec une bonne, le seul personnage féminin, c'est quelqu'un qui vient leur servir l'horlogeuse, qui vient leur servir un peu de thé. Donc c'était intéressant aussi moi j'aime bien partir du réel encore une fois, et de pousser les curseurs pour amener ailleurs. Et s'il y avait ça, et si on disait que c'est Madame Hudson qui tire les ficelles, et si le chien était une chienne, et ça ouvre d'autres portes après à l'imaginaire. Voilà. Et d'ailleurs, vous avez lu, je pense, tous les livres de Sherlock Holmes. Je les ai pas tous lus. J'ai vu beaucoup d'adaptations, par contre, du chien des Baskerville. J'en ai lu pas mal. J'ai lu des bandes dessinées sur Sherlock Holmes. J'ai lu beaucoup d'adaptations. Moi, il y a un film qui m'avait fait beaucoup rire il y a très longtemps avec Michael Caine qui s'appelle Élémentairement Sherlock Holmes. Je crois que c'est Ben Kingsley et Michael Caine qui me faisait pleurer de rire avec un Sherlock Holmes qui est un comédien en fait, qui n'est que la marionnette de Watson, qui a besoin de ce comédien pour détourner l'attention des criminels. Et j'aime bien ces détournements d'icônes comme ça. Voilà. D'ailleurs, Élémentaire chez Watson ne figure absolument pas dans l'univers de Conan Doyle, jamais. C'est apparu dans un film qui s'appelle Le Retour de Sherlock Holmes. Voilà, et c'est resté. Après, il y a des choses comme ça, comme la grosse pipe qui, visuellement, la grosse pipe à fourneau est restée, paraît-il, suite à un film pour qu'on voit mieux le visage du comédien. C'était mieux d'avoir une pipe comme ça, courbe, qui dégageait le visage du comédien. Sinon, il y a une partie de la pipe qui lui faisait de l'ombre sur le visage. Mais c'est des choses après qui dépassent la création, qui sont des choses qui sont validées par le public, et puis qui viennent sédimenter sur la création originale. Des films sur Sherlock Holmes, il y en a eu plusieurs comme celui-ci. Au cours du printemps de 1899, Sherlock Holmes réussit à résoudre une affaire très embrouillée de vol Enquête de à la documents cour, secrets. c'est un des nombreux films de Sherlock Holmes. Je ne sais pas si vous savez, mais le record, c'est Basil Rathbone, qui, avant la guerre et après la guerre, a joué dans 13 Sherlock Holmes. J'ai vu ça. C'est J'en ai vu pas mal avant de justement faire cette adaptation. Et vous savez que Conan Doyle a un point commun avec vous. Non. Conan, il a fait des études de médecine. Ah. Il est devenu médecin, et dans son cabinet, il n'y avait jamais personne. Ce qui fait que c'est comme ça qu'il a commencé à écrire pour Ça lui s'occuper. donnait du temps. Et voilà, et il a arrêté la médecine. Et il a fait du spiritisme, comme j'ai fait aussi. Ça nous fait un deuxième point commun. Voilà. Il y a aussi la maison de Sherlock Holmes à Londres. Je ne sais pas si vous Ouais, êtes... j'adore. Vous êtes allé j'adore. visiter ? Ouais, j'adore. Justement, on est entre le vrai et le faux. C'est-à-dire qu'on part d'une œuvre fictionnelle et on en fait un musée à part entière d'un endroit où vivait une personne qui n'a pas existé. Donc, pour moi, c'est tout ce que j'aime. C'est comment on ouvre une porte sur l'imaginaire et que l'imaginaire devient plus réel. C'est ce qu'il y avait en théâtre de rue, c'est ce qu'il y a en magie. C'est ces choses que j'adore. Il y a un musée aussi qui s'appelle Denis Sever House à Londres, qui est l'œuvre d'un artiste qui s'appelle Denis Sever, qui a fait une maison de 3 étages comme si on était dans un tableau au XVIIIe siècle. Donc vous rentrez dans cette maison, il y a encore des scones qui sont posés comme si on venait de prendre le petit déjeuner, les draps sont froissés comme si les gens venaient de se lever, avec des bruitages où on entend une charrette qui passe dans la rue. Et c'est ce mélange de vrai et de faux qui permet de rendre le réel plus supportable, on va dire. Et il se trouve que cette maison de Sherlock Holmes, je suis allé il y a une vingtaine d'années là-bas, elle n'existait pas. On est arrivé au 221 de Downing Street, il n'y avait rien. Et finalement, ils ont pris le 229, ils ont mis le numéro de 221 et ils ont fait un musée. Parce que le public le réclamait, et c'est devenu un musée classé. C'est comme le quai, j'ai oublié parce que je l'ai lu, mais j'ai oublié le 9,5, 9 3 quarts. 9 3 quarts d'Harry Potter. J'y suis allé dans la gare voir si ça existait. Et non. Si, mais il y a une reproduction. Maintenant, peut-être. Maintenant, il y a 9 3 quarts avec. On pousse le chariot, bien sûr, qui n'avance pas. Ah non, ça, je l'ai pas vu. Moi, j'y suis allé, il y avait pas. À l'époque, c'était peut-être que je n'avais pas eu le temps de le construire, mais voilà. Il est partout maintenant. Ah ouais, il est partout, y compris dans le musée Harry Potter, y compris dans la gare. Et il y a une demi-heure de queue pour se faire photographier devant. Ah ouais.
Ce qui est étonnant en même temps, Gwanadu, c'est qu'en ce moment, il y a 6 spectacles sur Sherlock Holmes à Paris. Ah, ça m'ennuie parce que j'ai peur de lasser le public. Alors je vais dire qu'on est peut-être les plus originaux, en tout cas les plus décalés. Peut-être les plus originaux, ça serait prétentieux, mais les plus décalés, c'est sûr, puisque on est sur une vraie pièce dont on a poussé les curseurs de l'absurde le plus loin possible. Après, c'est le hasard aussi, si vous voulez. Nous, on a monté, ils m'ont proposé cette pièce avant le Covid, qui malheureusement nous a fait que le projet est tombé à l'eau, c'est resté dans des cartons. Et après le Covid, on est reparti. Le temps que ça se monte, on est arrivé en même temps que d'autres pièces sur Sherlock Holmes. Après, c'est comme si vous me disiez, on a déjà fait un film sur la vie de Jésus. Quand on a des icônes ou des choses tellement emblématiques, je cite Jésus comme Sherlock Holmes ou les Beatles, parce que ce sont des icônes qui construisent notre monde et un univers commun. Je crois qu'on peut, du moment qu'on raconte pas la même histoire autour de cette icône, on peut raconter de 1000 façons la vie ou une histoire autour de la même personne. Après, le seul risque, c'est que les gens se disent « Ah bah j'ai déjà vu cette pièce, celle-là doit ressembler ». Je pense que si on va voir les 6 pièces, on voit 6 choses différentes. Complètement. Et ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, il y a 6 spectacles sur Sherlock Holmes. Comment l'expliquer ? Je ne saurais pas l'expliquer par contre. Pourquoi 6 en même temps, je ne sais pas. Après, les idées, elles sont souvent dans l'air du temps. Moi, j'ai remarqué, des fois, j'ai pensé à des spectacles et si je les montais pas tout de suite, je voyais quelque chose qui ressemblait à la chose à laquelle j'avais pensé. Alors, on va dire qu'il y a une sorte de grand tout dans lequel on baigne et puis qui nous allume un peu l'esprit comme ça. Peut-être que l'icône de Sherlock Holmes est devenue une référence dans le côté rassurant, paternaliste, rigoriste, sérieux, qui donne envie aux gens de construire une histoire autour de ce patriarche, on va dire, de ce bonhomme rassurant. Nous, on en fait justement quelque chose de très décalé en partant de ça, puis d'autres vont raconter une histoire très, très millimétrée autour d'une enquête policière. Je ne suis pas encore allé les voir parce que pendant longtemps, j'avais peur de m'interdire des choses, en me dire « Ah, ils l'ont déjà fait » ou « ça va paraître de la copie, je ne veux pas aller voir les autres créations autour de Sherlock Holmes. » Maintenant, j'ai plus le temps, maintenant que je m'occupe de cette pièce-là, plus les Faux British l'été dernier, j'ai pas eu le temps encore d'aller voir les camarades qui font des choses sur le même sujet, mais maintenant que ma pièce est lancée aux Enfants du Paradis, je pense que j'irai les voir pour comparer, mais je crois que nos pièces n'ont rien à voir les unes avec les autres. Non. Et ce qui est étonnant aussi, c'est qu'il y a 2 autres parodies qui existent dans une série télévisée de 13 minutes qui ont été écrites par Stanley Kubrick et Anthony Burgess dans les années 90. On les a vues, c'est en Grande-Bretagne avec Donald Pickering dans le rôle de Sherlock Holmes, c'est totalement inconnu, mais quand on pense que Kubrick a écrit un Sherlock Holmes... Moi qui adore Kubrick, je l'ai loupé quand j'ai essayé de voir tout ce qui s'était fait autour de Sherlock Holmes au cinéma, par contre. Alors, il y a aussi un autre spectacle qui a fait un triomphe, qui vous avez lu en second Molière, c'est le gros diamant du prince Ludwig. Là aussi, ça peut reprendre ? Difficilement, parce que ça s'est arrêté à cause du Covid. C'était des spectacles où il y avait 15 personnes sur scène. Et en ce moment, les gens... Alors ça reprend, paraît-il, et pourvu que ça dure, pourvu que la courbe continue de grimper. Mais suite au Covid, les gens sont revenus timidement au cinéma, au théâtre. Ça revient petit à petit, et en tout cas des spectacles où il y avait 15 personnes, il y en a. Hein. Les producteurs ont fait un beau succès à la saison dernière. Donc il y a de la place pour ces spectacles où il y a beaucoup de monde sur scène, mais les producteurs, là je parlais de la pièce, mais les vrais producteurs parisiens sont un peu plus frileux quand il s'agit d'avoir 15-20 personnes sur scène aujourd'hui, parce que ça fait beaucoup de monde à payer. Et donc le Gros Diamant faisait partie de ces choses où il y avait beaucoup de monde sur scène. Ces 3 Anglais dont je parlais, qu'on fait le Gros Diamant du Prince Ludwig et les Faux British, avaient écrit une pièce qui s'appelait Peter Pan Goes Wrong, qu'on a adapté, nous on a appelé ça Sacré Pan. Oui. Et on devait aller jouer au Théâtre du Rond-Point. On n'a jamais eu l'occasion parce que le Covid est arrivé. J'ai toujours ça dans un carton. Si un producteur m'entend, c'est une pièce qui est à la fois un mix des Faux British et du Gros Diamant du Prince Ludwig. Si on doit remonter quelque chose de grosse envergure, c'est cette pièce qu'on cherche à remonter maintenant. Très bien. Et les auditeurs nous entendent, les auditrices aussi, ils sont de plus en plus nombreux sur Sud Radio, où nous avons passé le cap des 800 000 abonnés sur notre chaîne YouTube. Donc je les incite à aller voir à 21h aux Enfants du Paradis, la chaîne des Baskerville. Je pense qu'ils passeront un bon moment et qu'au-delà de l'enquête, ils riront beaucoup. J'en fais le pari aussi. Pari gagné à mon avis. Merci Gwanadu, et continuez dans ce sens parce qu'on en a besoin. Merci de à l'absurde, du vrai. Merci. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.